Bonjour et bienvenue dans cet atelier découverte portant sur l'intérêt nutritionnel des plantes sauvages. Donc pourquoi s'intéresser aux plantes sauvages? D'une part, les plantes sauvages sont utilisées depuis des siècles pour leurs vertus thérapeutiques. Nous connaissons tous des remèdes de grand-mère à base de plantes sauvages, que ce soit les tisanes, des décoctions ou encore les cataplasmes. Mais nous connaissons un peu moins leur intérêt nutritionnel. Donc je me suis posé la question de savoir s'il serait judicieux de réintégrer ces plantes sauvages dans nos rations alimentaires et ce qu'elles pouvaient nous apporter en termes de nutriments, notamment en termes de protéines, de vitamines et de minéraux. Le monde végétal étant très vaste, je n'aborderai dans cet atelier que 3 plantes, plus ou moins connues, mais avec des vertus nutritionnelles très intéressantes. La première d'entre elles, l'ortie, plante sauvage très connue. J'aborderai ensuite les amaranthes, l'amarante livide et l'amarante réfléchie. Enfin, je vous parlerai d'une plante qui est un peu moins connue, mais qui mérite de l'être, tant ses intérêts nutritionnels sont intéressants. Il s'agit du Galinsoga. Abordons maintenant les teneurs en protéines. Pourquoi parler des protéines? On sait qu'en 2050, les sources protéiques seront une réelle problématique tant la population mondiale aura augmenté. Par conséquent, je me suis posé la question de savoir quelles étaient les teneurs en protéines des plantes sauvages et au-delà des teneurs, quelle était la qualité des protéines contenues dans les plantes sauvages. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une protéine est un assemblage de sous-unités appelées acides aminés. Il existe 20 acides aminés, parmi lesquels 9 sont dits essentiels. Pourquoi? Parce que ces 9 acides aminés ne sont fournis à l'organisme que via l'alimentation. D'où l'intérêt de consommer des ingrédients riches en protéines, mais également avec une excellente qualité en termes de protéines. Aujourd'hui, tous les acides aminés essentiels sont fournis dans les produits d'origine animale, la viande, le poisson, les œufs. Mais qu'en est-il des plantes sauvages? Concernant les plantes sauvages, nous avons à notre disposition des données sur les teneurs, mais il est beaucoup plus difficile d'avoir des données sur la qualité de ces protéines. Néanmoins, parmi toutes ces plantes sauvages, l'une d'entre elles a particulièrement été étudiée, il s'agit de l'ortie. Concernant l'ortie, les teneurs en protéines sont de l'ordre de 8 grammes, voire 9 grammes au 100 grammes, au même titre d'ailleurs que les amaranthes et d'une dizaine de plantes sauvages qui ont été étudiées à ce jour. En ce qui concerne la qualité, nous avons la répartition en acides aminés des protéines de l'ortie. Pour comparer la qualité des protéines, nous avons en nutrition une protéine de référence qui correspond à une protéine avec une répartition d'acides aminés, notamment d'acides aminés essentiels, correspondant aux besoins de l'organisme. Il s'agit donc de la protéine de référence créée par l'AFSA en 2007 que vous retrouverez en fait dans mon ouvrage Intérêt nutritionnel des plantes sauvages. Vous avez la répartition en acides aminés essentiels et avec les quantités nécessaires d'acides aminés essentiels. Donc revenons à l'ortie. Concernant l'ortie, nous avons différents travaux qui ont mis en évidence en fait les teneurs en termes d'acides aminés essentiels et on s'aperçoit que non seulement l'ortie contient tous les acides aminés essentiels, au même titre que les protéines d'origine animale, mais qu'en plus, la répartition de ces acides aminés essentiels est supérieure à la protéine de référence référencée par l'AFSA en 2007. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, puisqu'on peut dire que l'ortie contient des protéines d'excellente qualité et avec une teneur qui est non négligeable si on consomme effectivement régulièrement de l'ortie. Si vous souhaitez par ailleurs avoir les tableaux comparatifs concernant la protéine de référence, les teneurs d'acides aminés de l'ortie, mais également les teneurs en acides aminés du soja, puisque le soja aujourd'hui est considéré comme la meilleure source de protéines végétales avec une répartition en acides aminés qui est optimale, vous verrez
dans cet ouvrage que l'ortie surpasse la protéine de référence, mais surpasse également le soja en termes de qualité protéique. Parlons maintenant des teneurs en vitamines et minéraux. Concernant les minéraux, je voulais vous parler essentiellement du fer. Le fer est un minéral indispensable puisqu'il participe à la formation des globules rouges. Le fer est contenu dans les viandes rouges, bien évidemment, contenu dans les légumineuses, mais qu'en est-il au niveau des plantes sauvages? Ensuite, est-ce que ce fer contenu dans les plantes sauvages est bien absorbé par l'organisme? Donc là encore, petit rappel de biochimie. Il existe deux types de fer, donc le fer contenu dans la viande, que l'on appelle le fer héminique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fer héminique est très bien absorbé par l'organisme. Ensuite, nous avons le fer d'origine végétale, donc le fer des légumineuses, qui lui est nettement moins bien absorbé par l'organisme. Cependant, il existe une petite astuce pour augmenter cette absorption. Concernant les plantes sauvages, donc l'amarante est riche en fer, et puis c'est là qu'effectivement cette fameuse plante qui est un peu moins connue, donc présente un réel intérêt. Il s'agit du Galinsoga, puisque sa teneur en fer est assez impressionnante. La teneur est de l'ordre de 20 mg au 100 g, comparée à la viande où la moyenne de teneur en fer est de 2,8 à 3 g au 100 g. Là, on a réellement une plante sauvage avec une qualité nutritionnelle et un apport en fer qui est non négligeable. Cet apport en fer est d'autant plus important chez les personnes végétariennes et végétaliennes qui ne consomment pas donc, de produits d'origine animale. Le Galinsoga a donc tout son intérêt dans les régimes végétariens, notamment par son apport en fer. Reste la problématique de l'absorption de ce fer d'origine végétale. Ce fer d'origine végétale est moins bien absorbé par l'organisme. Néanmoins, l'astuce consiste à associer donc ces produits d'origine végétale riches en fer avec de la vitamine C. La vitamine C va augmenter l'absorption de ce fer végétal, donc il faudra adjoindre ou associer dans vos préparations végétales riches en fer des aliments riches en vitamine C. Cette association de vitamine C va permettre d'augmenter de 35% l'absorption de ce fer végétal, ce qui est non négligeable. Donc, si on reprend cet exemple avec les légumineuses et les lentilles qui ont cette réputation d'être riches en fer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante comme le Galinsoga, associée effectivement à de la vitamine C, aura donc un apport en fer supérieur, bien supérieur à l'apport que pourra proposer les légumineuses, si en plus ces légumineuses ne sont pas associées avec des aliments riches en vitamine C. Enfin, ce qui est aussi très important de remarquer, c'est que bien souvent, les plantes riches en fer ont des teneurs en vitamine C assez importantes. Ce qui fait que, bien évidemment, la plante peut se suffire à elle-même. Elle est riche en fer d'origine végétale, mais elle contient également une teneur importante en vitamine C, ce qui va permettre justement d'avoir une augmentation de l'absorption du fer contenu dans ce végétal. Donc vous voyez tout l'intérêt d'avoir des plantes sauvages riches en fer, et elles sont également très riches en vitamine C. Là encore, si vous vouliez avoir le détail des teneurs en fer et en vitamine C, vous retrouverez effectivement tous les tableaux et toutes les teneurs et tous les comparatifs, notamment par rapport effectivement aux fruits et légumes de consommation courante avec leurs teneurs. Nous venons donc de voir l'intérêt nutritionnel des plantes sauvages en termes de minéraux. Nous venons d'aborder le thème du fer. Sachez également que ces plantes sauvages sont extrêmement riches en magnésium. 70% de la population française ne couvre pas ses besoins en magnésium, d'où l'intérêt de consommer ces plantes sauvages. Ce qui permettra d'avoir donc des préparations riches en magnésium, le magnésium intervenant dans la contraction musculaire, mais étant également un minéral très important, notamment pour contrôler l'anxiété. Donc les plantes sauvages ont un intérêt
pour les apports en protéines, les apports en minéraux, fer, magnésium notamment. Nous venons donc de voir que ces plantes sauvages sont riches en macro et micronutriments, riches en protéines, protéines de bonne qualité, riches en minéraux, le magnésium, riches et le fer, riches en vitamines. Donc d'où l'intérêt effectivement de réintroduire dans nos rations alimentaires des plantes sauvages, puisqu'effectivement elles apportent des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Vous retrouverez donc dans mon ouvrage également des recettes riches en calcium, des recettes riches en fer. Enfin, vous découvrirez 2 plantes qui, elles, apportent des oméga 3. Les oméga 3 sont impliqués dans la prévention des maladies cardiovasculaires, dans la prévention de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils fournissent donc des oméga 3. Ce qui est là encore très important puisque nous avons une alimentation avec des apports en oméga 3 bien souvent insuffisants. Donc, vous trouverez également dans cet ouvrage la liste des plantes sauvages les mieux adaptées au régime flexitarien, au régime végétarien ou encore au régime végétalien. Enfin, vous pourrez découvrir quels sont les intérêts nutritionnels des plantes sauvages chez la personne âgée ou encore chez la femme enceinte. Pour terminer cet exposé sur les plantes sauvages, ultime conseil, si cette petite vidéo vous a convaincu donc de partir à la cueillette des plantes sauvages, n'oubliez pas qu'effectivement, dans une même famille de plantes, il existe des espèces comestibles et des espèces toxiques. Il faudra donc être sûr à 200% d'avoir reconnu une plante sauvage de façon à éviter la toxicité éventuelle. Dans une même famille, par exemple, on peut très bien confondre la carotte sauvage avec l'acidus. Donc c'est très important d'être sûr à 200% d'avoir bien identifié une plante avant de la cueillir et surtout avant de la consommer. Enfin, agissez toujours en cueilleur responsable, c'est-à-dire respecter l'écosystème et respecter la biodiversité en termes de plantes. Donc ces plantes sauvages méritent d'être réintroduites dans nos rations alimentaires, mais soyez un cueilleur éco-responsable, donc de façon à faire en sorte que cette réintroduction ne nuise pas justement à la biodiversité des espèces végétales. J'espère que ce rapide tour d'horizon sur les plantes sauvages vous aura plu et en tout cas aura aiguisé votre curiosité quant à ces apports nutritionnels au niveau des plantes sauvages et quant à cette réintroduction en fait, de ces plantes dans nos rations alimentaires. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.